Merci beaucoup pour votre dernière réponse. Elle nous plonge évidemment dans la génération milléniale. Sont-elles différentes des autres? Oui, non. Quelles sont leurs aspirations? Quelles sont leurs caractéristiques? Faut-il en conséquence un management spécifique ou pas? Si oui, lequel? Nous allons demander à nos invités de bien vouloir se prononcer sur toutes ces questions et sur bien d'autres. Puis-je vous demander d'accueillir, je vais d'abord les citer et puis ensuite on les applaudit, Axelle Tessandier, fondatrice d'Axelle Agency et conférencière, Philippe Lécuyer, prenez place également, dirigeant du groupe DEF et président de la commission jeune ici à la CCI Essonne. Puis-je demander, madame, simplement d'intervertir, que vous puissiez juste être au milieu, si vous le voulez bien. Merci beaucoup, monsieur Lécuyer. Et Geoffroy de Béraille, également, fondateur associé de la start-up Glovi. Monsieur Miller, vous restez avec nous. Merci beaucoup à tous les quatre d'être présents. Je vous demande de les applaudir. Axelle Tessandier, je le disais à l'instant, vous êtes fondatrice d'Axelle Agency, vous conseillez les entreprises dans les nouvelles technologies, dans le management par l'innovation. Une partie de votre parcours est attachée à la Silicon Valley. Vous avez entre autres, dans une entreprise là-bas, été directrice du marketing. Et j'ajoute que vous faites l'objet d'une interview passionnante dans le tout dernier numéro d'En Essonne, Réussir. C'est le magazine de la CCI Essonne. Il est juste ici à l'extérieur de la salle et en plus il fête ses 25 ans. Deux bonnes raisons en tous les cas de prendre un exemplaire juste à la sortie. Donc, double page qui vous est consacrée sur votre parcours et sur vos convictions. Je les résume en une phrase. Vous vous levez chaque jour, dites-vous, pour améliorer le monde dans la proximité qu'il peut vous offrir. Petite précision de vocabulaire. C'est ce que vous m'avez dit au téléphone. Dites-nous, génération X, Y, Z, c'est vraiment différent en deux mots? Alors, je ne sais pas s'il y a une génération Y, je pense qu'il y a une culture Y, probablement. Enfin, j'aime pas qu'on définit tout par génération. Il y a des gens qui sont très curieux, qui ont 70 ans, et des gens qui sont absolument pas curieux de ce nouveau monde et qui ont 30 ans. Donc, moi, je n'aime pas dire génération Y, j'aime bien dire culture Y. Et la culture Y, ça veut dire d'être né avec cette révolution-là, c'est-à-dire d'être né... C'est la première génération qui est née avec un ordinateur à la maison ou à l'école, c'est-à-dire qui était disponible. Et donc ça, d'avoir le monde dans sa poche et d'avoir ce contexte, change quelque chose. Par contre, est-ce qu'ils ont le monopole de cette révolution-là? Non. D'accord. Donc ça, c'est... Et les X, donc on les laisse tomber? Non, je viens de vous dire le contraire. Les X, les Z, les Y, on prend tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que la génération Z, elle a été... X, Y, elle a été très mise en avant. Mais il n'y a pas de différence entre elles, dites-vous? Je pense que la génération Y, comme c'est la première qui est née avec la révolution numérique, elle n'a pas eu besoin d'aller à cette révolution parce qu'eux, il fallait s'adapter, parce que le monde avait changé, parce qu'il y avait une transformation numérique à gérer. Elle baigne dedans, donc elle en a envie. Donc c'est un peu la différence. Nous allons voir plusieurs sous-thématiques ensemble sur ces générations-là. Ma première question, toujours pour vous, Axelle Tessandier, est-il nécessaire, de votre point de vue, qu'une entreprise puisse disposer d'une mixité générationnelle, des plus anciens, des plus jeunes, on mélange tout ça, des femmes, des hommes, bien sûr, toute origine? Alors non seulement c'est nécessaire pour l'entreprise, mais c'est nécessaire pour la société. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une espèce de légende urbaine qui voudrait dire que l'innovation, c'est de mettre 10 jeunes de 30 ans dans la même pièce. Je pense à peu près tout le contraire. Je pense que si vous mettez 10 personnes du même âge, avec le même diplôme, la même culture dans une pièce, que dans la pièce d'à côté, vous mettez des personnes de tous âges, de tous diplômes, de toutes origines, de toute culture, c'est la deuxième pièce qui va être bien plus créative et bien plus innovante. Donc je suis convaincue que la créativité, l'innovation, c'est la diversité, la mixité générationnelle et la mixité tout court. Allons dans la deuxième pièce tout de suite, si vous le voulez bien. Geoffroy de Béraille, merci beaucoup d'être avec nous. 3 ans de droit, puis vous bifurquez vers le commerce. Vous ne l'avez jamais regretté, dites-vous. Vous fondez votre propre entreprise, elle s'appelle Glovi. Glovi en anglais qui signifie briller, tout simplement. Exactement. Parce que votre entreprise tente de faire et réalise de la lumière avec des organismes vivants. Vous avez 27 ans, votre associé également. Mixité des jeunes. Racontez-nous votre entreprise. Glovi, ce sont combien de personnes et les catégories d'âge? Dites-nous. Bonsoir. Oui, ça fonctionne. Ouais. Alors Glovi, on est une quinzaine aujourd'hui. Oui. Il y a 11 salariés dans l'entreprise. Ça fait 2 ans et demi que l'entreprise est créée. Ça a été très progressif. On a été 2 au départ. On avait d'abord des stagiaires qui étaient donc assez jeunes. Et puis progressivement, on a eu un peu d'argent et on a pu embaucher des gens.
Assez rapidement, ça nous a apparu nécessaire de prendre des gens avec un peu plus d'expérience que nous, parce que donc nous, on débute dans la vie active. C'est notre première vraie expérience, on va dire, entrepreneuriale et puis même d'importance. Et puis en plus, on n'était pas scientifique et c'est une boîte de biotech. Donc on avait vraiment besoin d'avoir des gens qui aient une vraie expérience de recherche, qui puissent vraiment nous aider et nous conseiller. Ça n'a pas été simple. On a raté un premier recrutement qui du coup nous a un petit peu forcé à repenser notre process de recrutement et vraiment ce qu'on cherchait chez les gens. Et depuis, on s'attache surtout à trouver des personnes chez qui on arrive à retrouver les mêmes valeurs humaines et la même envie d'entreprendre que nous. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à associer des gens à ce projet qui nécessite beaucoup d'investissement, beaucoup de travail et qui... Les plus âgés chez vous, en quel âge? 39 ans. Plus jeunes? 21. C'est vous? Non, moi j'ai... Encore moins. Oui. Encore Oui. moins, ok. Et ça marche ensemble ou pas? Axel Tessandier disait, mais c'est utile, c'est important, c'est nécessaire d'avoir tout ça. Oui ou non? Alors ça marche extrêmement bien. Encore une fois, 39 ans, c'est pas non plus un gap générationnel qui est immense. Pour nous, c'est un petit peu... Vous êtes flatteur, vous êtes flatteur. Non, ça arrivera. Vous êtes même galant. Oui. Non, mais c'est vrai que pour nous, en fait, c'était plus pour mon associé et moi que c'était un peu problématique au début. C'était arriver à se positionner en tant que personne qui a un lien hiérarchique avec quelqu'un qui peut avoir 12 ans de plus. Ça, c'est pas évident. Mais quand les gens sont des bonnes personnes humainement, la relation est facilitée et tout est plus simple. Et vous avez dit d'ailleurs que c'était là-dessus que vous recrutiez, entre autres, la qualité d'être, et non seulement la qualité du faire, mais surtout la qualité d'être. Merci beaucoup pour votre témoignage. La CCI Essonne a mené une enquête auprès de 400 chefs d'entreprise sur ce thème, notamment les jeunes dans l'entreprise. Au regard des résultats de cette étude, Emmanuel Miller, diriez-vous de façon générale que les jeunes actifs sont difficiles à manager, qu'ils acceptent volontiers les anciennes façons de manager, ou bien vraiment qu'ils créent leur propre révolution? Alors là, très majoritairement, puisqu'on est à 70% des répondants, les dirigeants pensent qu'il n'est pas compliqué de manager un jeune. Par contre, il faut faire évoluer les pratiques managériales. On pense qu'il faut que les méthodes soient plus collaboratives, plus dynamiques, toujours à peu près dans les mêmes proportions, 70%, et qu'on substitue au rapport de subordination le rapport de collaboration plutôt. Il faut être dans une relation plus donnant-donnant. Ils trouvent normal que l'entreprise exige d'eux de la performance. Par contre, ils souhaitent en contrepartie de la reconnaissance, des parcours individualisés. Et on a, selon le 11e, enfin c'est pas la réponse de notre sondage, mais une enquête qui a été faite par Ipsos et Edenred, interrogée sur l'entreprise idéale. Ici, les jeunes citent les mêmes attentes prioritaires que leurs aînés, à savoir une rétribution des efforts de chacun, des opportunités d'évolution et un management attentif à l'humain. Donc en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence sur ce plan entre les jeunes et les moins jeunes. Mais 70% des entreprises disent c'est difficile de manager les jeunes. Hein, non, c'est le contraire. C'est l'inverse, pardon, excusez-moi. Il n'est pas compliqué. Excusez-moi, pardon. 70% disent parfait. Je me tourne maintenant vers Monsieur Lécuyer. Vous êtes président du réseau DEF. Vous dites bien réseau DEF. Oui. C'est un réseau d'entreprises qui emploie aujourd'hui 2200 personnes. Quand vous avez repris l'entreprise, il y en avait 45. C'est votre père qui a fondé l'entreprise et vous vous êtes dit, moi, m'occuper de cette entreprise, jamais. D'ailleurs, vous êtes océanologue, vous êtes ingénieur maritime. Vous vous destiniez à un tout autre sort, à une toute autre trajectoire. Finalement, votre père décède, vous reprenez l'entreprise et vous la développez. Et s'agissant de la mixité générationnelle ou de ce concept même de mixité, vous allez beaucoup plus loin aujourd'hui encore. Dites-nous comment. Alors, d'abord, je voudrais dire qu'il y a des jeunes qui créent des startups, il y a des jeunes qui sont dans l'innovation, mais il y a aussi des jeunes qui sont facturières, des jeunes qui sont techniciens, des jeunes qui sont boulangers, pâtissiers. Il y a toutes sortes de jeunes qui ne sont pas nécessairement dans l'innovation et dans leur start-up. Et celle-là, c'est nous, c'est ces jeunes-là que nous, entreprises industrielles, on cherche à recruter et qu'on cherche à s'attacher. Et nous, on a fait le constat, effectivement, que
c'était pas très facile, à la fois de les recruter, de les trouver, et puis de les conserver. Et on a fait le constat que, là je vais citer des chiffres que tout le monde connaît, 80% des jeunes rentrent dans l'emploi en CDD, 25% des jeunes sont au chômage, et ils ont vécu ces 30 années piteuses, après les 30 années glorieuses qu'on a vécues nous, donc ils ont quand même une méfiance vis-à-vis de l'entreprise. Et d'ailleurs, quand vous lisez les études, ils n'ont pas comme objectif de s'épanouir dans l'entreprise. Ils ont comme objectif de s'épanouir personnellement. Je fais ce que je veux, quand je veux, c'est comme ça que je vais m'épanouir dans ma vie. Donc pour l'entreprise, c'est un peu déstabilisant. Et puis il y a un autre phénomène, c'est qu'aussi pour l'entreprise, aujourd'hui l'entreprise, elle est en retard dans sa transformation numérique par rapport à ce qu'on vit tous individuellement. C'est-à-dire que pour la première fois, il y a une rupture technologique qui a touché d'abord les individus avant de toucher les entreprises. Et donc nous, aujourd'hui, entreprises, on a besoin des jeunes pour justement accélérer cette transformation numérique sur lequel on doit travailler énormément, accélérer cette transformation numérique, s'ancrer dans la société et dans ses aspirations, et puis se mettre en position dynamique. Et donc on a réfléchi à ça, et on s'est dit, finalement, le jeune aujourd'hui, il y a 2 dimensions qui l'intéressent. Il y a l'appartenance à sa famille, ça va être l'appartenance à une tribu, et puis ça va être la collaboration horizontale par Facebook, par les réseaux sociaux, etc., où il va contribuer sans lien hiérarchique, et il va, en contrepartie de sa contribution, recevoir, et il va estimer que si l'échange est équilibré, de son propre chef, il va continuer à travailler, ou plutôt à collaborer sur les réseaux sociaux. Et donc on s'est dit, comment est-ce que nous, on peut transposer ça dans l'entreprise ? Alors voilà, on a réfléchi, puis on a travaillé sur un modèle qui consiste à créer des entreprises, donc des tribus, à chaque fois qu'on a une idée, une mission, quelque chose qui a un périmètre dont tous les salariés de l'entreprise peuvent percevoir le contour. Et après, donc ça c'est pour la dimension, j'appartiens à une tribu, j'ai un chef, j'ai une raison d'être, l'entreprise dans laquelle je suis fait des choses qui m'intéressent. Et en même temps, on introduit une dimension horizontale où chacun doit avoir, on essaye de pousser les dirigeants à ce qu'ils incitent leurs collaborateurs à travailler de façon horizontale dans des cercles collaboratifs. Donc on a créé cette notion de cercle collaboratif qui font que les gens vont pouvoir travailler sur soit des projets, soit des partages d'expériences, soit des partages des échanges d'informations, mais dans lesquels ils vont contribuer et retrouver quelque chose, et ils vont y aller. Ils vont être incités à y aller, mais ça va être quand même une démarche volontaire. Donc s'ils ne veulent pas y aller, ils n'y vont pas. Et donc c'est cette double dimension qu'on essaye de reproduire dans l'entreprise, en emmenant, évidemment, tout ça c'est un petit peu poussé par les jeunes, mais toutes les générations peuvent y participer. On cherche à ce que toutes les générations, en tout cas, s'y mélangent. Et voilà pourquoi vous parlez plutôt de réseau d'entreprise. Et donc voilà pourquoi, effectivement, comme on respecte profondément l'identité que chacune de ces entreprises, on ne veut pas se positionner on ne veut pas se qualifier de groupe, mais de réseau d'entreprises, où chacune de ces tribus qu'on crée va avoir sa couleur, son identité, en bénéficiant évidemment d'un ensemble de fonctions support qui sont communes à l'ensemble des entreprises. Axel Tessandier, j'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu quand même sur le management. Des mots importants ont été prononcés, confiance, performance, humanité. C'est tout nouveau, ça, ces vocables-là et ces façons de manager. Ça n'a jamais existé. En fait, vos chiffres disent un peu le contraire, c'est-à-dire que finalement, les envies sont les mêmes, d'avoir un management humain, mais j'ai l'impression qu'en fait, maintenant, c'est moins tabou de vouloir ne pas seulement qu'un travail soit un travail avec un salaire qui récompense une performance, mais de dire j'ai le droit d'être bien, j'ai le droit de passer la porte du bureau
et de continuer à être moi-même. En plus, les nouvelles générations, elles passent leur vie à exprimer qui elles sont en ligne, ce qu'elles aiment, ce qu'elles mangent, ce qu'elles écoutent. Et tout d'un coup, quand elles passent la porte de l'entreprise, il faudrait couper la porte à tout ça. C'est très difficile en termes de comportement humain. C'est plus possible. C'est-à-dire, moi, j'ai des réseaux, j'ai des liens qui se créent où je peux exprimer tout le temps qui je suis et donc travailler avec cette personnalité-là que je suis à 360 degrés. Et quand je passe la porte de l'entreprise, je ne suis plus qu'un employé avec un descriptif d'une mission en 6 lignes. Ça, à mon avis, c'est plus tenable. Je veux juste rebondir 2 secondes sur... vous avez tout à fait raison, la révolution numérique, c'est une révolution industrielle. Et je crois qu'on ne le dit pas assez. Il y a beaucoup de métiers de l'industrie qui vont être aussi transformés. Donc, ce n'est pas forcément opposé, ces 2 choses-là. Et je voulais revenir sur l'humain, ce que vous aviez dit. Google, qui est obsédé par savoir comment dans le management ça fonctionne le mieux, etc. Alors eux, ils peuvent dépenser des tonnes d'argent pour savoir quelle est l'équipe la plus performante. Et donc, ils avaient lancé tout un programme chez Google l'année dernière pour trouver quel était en fait le Graal. Qu'est-ce qui faisait qu'une équipe marchait mieux qu'une autre. Et en fait, avec tous leurs algos, avec tout le pognon qu'ils avaient dépensé, ils sont arrivés à une conclusion, c'est l'équipe la plus gentille. C'est-à-dire tout ça pour ça, quoi. Et à mon avis, ça n'a pas tellement changé. C'est-à-dire qu'en fait, c'était l'équipe où on pouvait le plus être soi-même. Un matin, vous arrivez, vous n'êtes pas bien, vous ne dites pas, si je dis aujourd'hui, écoute, cette réunion-là, fais-la sans moi, je ne vais pas être pénalisée par rapport à mon manager. C'était l'équipe la plus gentille, la plus humaine. Est-ce que c'est nouveau? Non. Est-ce que finalement, ces thématiques-là, elles sont plus libérées? Et cette génération-là, parce qu'on a souvent dit de notre génération qu'elle était un peu, enfin notre génération, j'ai quasiment 10 ans de plus que toi, mais on a souvent dit qu'elle était un peu pourri gâtée. C'est-à-dire qu'elle demandait, alors que vous avez les 30 piteuses, c'était pour nous, hein. Et donc, elle était un peu pourri gâtée, que donc, elle était un peu... moi, j'ai entendu dans une boîte qu'on était un peu trop la feedback génération. Alors, je dis, c'est quoi la feedback génération? C'est quoi? Oui. Et ils me disent, oh là là, il faut tout le temps vous rassurer. Il faut tout le temps vous dire que c'est bien. Je dis, comme un être humain, en fait. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, tu aimes bien ça, le feedback, c'est quelque chose de très important. Et oui, vous êtes un peu pourri gâté. Je dis, non, je crois qu'en fait, on se donne des permissions que les générations d'avant ne se donnaient pas. Et si on peut emporter tout le monde avec nous, être mieux, avoir un feedback sur ce qu'on fait et demander du sens dans l'entreprise, c'est pas forcément un mal. J'aimerais 2 avis. D'abord, 2200 personnes. L'équipe la plus gentille, c'est la plus performante. Je vous écoute. Non, je voudrais ajouter quelque chose à ce que vous disiez. C'est que nous, on considère aussi qu'il y a une chose qui est très importante, c'est les valeurs de l'entreprise. Et que si l'entreprise elle est capable d'afficher ses valeurs, ça veut dire ses convictions, ce à quoi on croit. On peut croire, ce à quoi on croit dans la relation humaine et dans le comportement dans l'entreprise. Pour le jeune, ça lui parle ou ça lui parle pas. Mais si ça lui parle, alors ça crée justement cet attachement qu'on recherche. Oui, la culture d'entreprise, généralement, on va dans une entreprise pour ce qu'elle est. Et on la quitte à cause du management. Enfin, moi, j'ai toujours vu ça autour de moi. Si on y va parce qu'on est motivé par l'entreprise, voilà, Glowy, moi, je suis sûre que vous n'avez aucun mal à recruter, alors que vous ne pouvez peut-être pas assurer les mêmes salaires que les grosses entreprises, parce que la mission est importante. La mission de sauver le monde, plus écolo, plus environnemental, etc. Ça fait triper parce qu'on se dit, en termes de valeurs, en termes de culture d'entreprise, il y a quelque chose de très fort. Et quand vous perdez les gens, alors je ne dis pas qu'il y a de mauvais management, mais généralement c'est un rapport humain. Mais la mission, la culture d'entreprise, et même, je ne sais plus qui avait dit, si vous n'êtes pas une entreprise qui est mission-driven, c'est-à-dire qui a une mission, qui est portée par une mission, vous n'allez pas pouvoir embaucher les meilleurs talents dans les prochaines années. Et ça fait partie aussi de la culture et des valeurs. Pourquoi on crée une boîte aujourd'hui ? Pourquoi on le fait? Mais quand on fait ça, il faut aller jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il faut être capable de pouvoir dire que dans l'entreprise, si tu n'es pas dans les valeurs, si un jour il y en a un qui sort des valeurs, là tu as dépassé la ligne rouge, la ligne jaune, pardon, et là il y a sanction. Juste, qu'est-ce que ça veut dire valeur? Par exemple, Exxon, juste 10 jours avant le grand scandale, il y avait des journalistes qui étaient venus et dans les bureaux, il y avait accroché les valeurs de l'entreprise au mur. Ouais. Intégrité. Et donc, en fait, les valeurs, ça ne peut pas être des trucs accrochés au mur, un manifeste. Ça doit aussi se montrer dans le management et dans qui a des promotions au sein de l'entreprise. Quels comportements sont récompensés? Geoffroy de Béraille, plusieurs petites questions, si vous le voulez bien. Pourquoi avez-vous créé votre entreprise? Quelle est votre mission? Alors, il y a beaucoup de facteurs. Du coup, ce serait un peu compliqué de tous les lister. Non, un seul. Pourquoi l'avez-vous créé? Pourquoi? Dites-moi. Oui, alors, je pense qu'il y avait vraiment la certitude. Enfin, je savais que je pouvais beaucoup travailler. J'avais une forte capacité de travail.
Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de tenter ma chance. J'ai la chance de ne pas avoir de crédit sur le dos, de ne pas être marié. J'ai aucun besoin financier très très fort. Donc Vous êtes extrêmement clairvoyant. j'ai une liberté totale. Et je peux Deuxième question, si vous le voulez bien. Quand vous recrutez, qu'expliquez-vous à la nouvelle recrue? Comment vous lui dites ce que vous faites et pourquoi vous le faites? Expliquez-moi, quand vous avez un recrutement. Alors d'abord, en fait, on pose la question inversement. C'est-à-dire qu'on va demander à la personne qu'est-ce qu'elle pense qu'on est et pourquoi est-ce que du coup ça l'amène à vouloir venir chez nous. Et si on se rend compte qu'il y a un vrai différentiel à ce niveau-là, généralement c'est un peu un deal breaker. Et après, souvent, en fait, on nous pose la question, mais vous, pourquoi est-ce que vous le faites? Qu'est-ce qui vraiment vous motive? Est-ce que vous faites ça pour l'argent, etc. Et là, on peut avoir une discussion qui est plus sincère sur les motivations de chacun. Je reviens également sur le management, sur la souplesse éventuellement. Axel Tessandier disait tout à l'heure, ceux qui veulent travailler maintenant, ils le font. Ceux qui veulent le faire plus tard, ils le feront. Vous pratiquez ou vous avez pratiqué cette forme de management? C'est-à-dire, les gars, il faut que le boulot soit fait, mais faites en fonction de vos obligations personnelles? Alors, on le fait. On le faisait un peu trop avant, donc on a été obligé de un tout petit peu recadrer tout le monde. Pour quelle raison? Parce que du coup, la recherche, c'est collaboratif. Et du coup, c'est compliqué d'avoir des gens qui, même si tout le monde travaille beaucoup, des gens qui arrivent à midi, des gens qui arrivent à 8h du matin, c'est pas possible. Quand vous avez quelque chose que vous faites à 3, il faut que les 3 soient là. Et sinon ça n'avance pas. Donc on a été obligé un petit peu de dire à tout le monde qu'il y avait une présence minimale entre tels et tels horaires. Mais après, sinon, on est extrêmement flexible sur vraiment tout. Enfin, on essaie d'être le plus flexible au maximum. Vraiment d'encourager la créativité, que tout le monde se sente bien, que chacun ait ses projets, que chacun ait une vraie latitude dans la façon dont il va vouloir organiser son boulot et ses horaires. Et c'est comme ça que les gens se sentent bien et c'est comme ça que du coup ils sont productifs. Axel Tessandier, les jeunes ont-ils aujourd'hui un autre rapport au travail? Je pense qu'il y a une vraie volonté de sens, c'est-à-dire même si on avait un revenu universel, par exemple, disons, et je ne sais pas si on serait... je pense qu'il y a une volonté quand même je ne veux pas utiliser les grands mots, mais de s'épanouir en fait un peu. Je sais qu'on a dit que c'était pas forcément l'alpha et l'oméga, mais de se réaliser, de s'épanouir, de contribuer à quelque chose de plus grand que soi dans l'entreprise. Je sais aussi, je crois qu'un grand motivateur, c'est aussi l'équipe, les rapports humains dans l'entreprise, ce qu'on construit ensemble. C'est quand même très fort d'être portés ensemble vers un même objectif. Ça crée des rapports. C'est ça l'entreprise. L'entreprise, c'est une communauté de vie, c'est une communauté de destin qui est porté par quelque chose. Donc ça transforme non seulement l'économie, mais ça transforme la société, ça crée quelque chose de très fort. Donc le rapport au travail, alors par contre c'est vrai, l'épanouissement personnel, c'est une vraie donnée, c'est-à-dire je pourrais être bien, mais je ne crois pas que ça soit opposé à l'épanouissement au travail. Je crois que ce que vous faites et ce que vous êtes, la frontière est beaucoup plus ténue, vous vous retrouvez là-dedans. Et donc le drame, ça ne veut pas dire travailler 24 heures sur 24, ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire que ça passera aussi par ça et de pouvoir se reconnaître dans ce en quoi on s'investit, même si ce n'est pas sa boîte, même si on travaille pour quelqu'un d'autre. Et donc, finalement, moi, je ne crois plus au mythe de la séparation du travail et de la vie. Je pense qu'il y a une vie qu'on se crée, une vie qui a du sens, où tout est en cohérence et on peut être soi au boulot. Et cette mergeur, je ne sais pas comment dire, tout ça, ça se rejoint. L'épanouissement personnel n'est pas à opposer à l'épanouissement au travail, je crois. Philippe Lécuyer. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites là. Je suis souvent d'accord avec ce que vous dites d'ailleurs, mais donc du coup, ça rend le management et le management des anciens qui avaient une habitude de gérer leurs équipes d'une certaine façon, ça le transforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut accepter que le collaborateur va avoir un degré de liberté. Et donc, il va falloir, moi, ce que j'appelle gérer l'entropie, c'est-à-dire gérer le niveau de degré de liberté pour que le système mécanique fonctionne. L'entreprise, c'est tout, sauf un système mécanique parfait. Si c'est un système mécanique parfait, tout le monde s'ennuie, ça ne marchera pas. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi les grands groupes américains gèrent les entreprises et leurs filiales à l'étranger, pour beaucoup d'entre elles, en concevant les process de fonctionnement ailleurs que sur place, et en pensant
que les gens qui sont ici en France ou dans une de leurs filiales étrangères vont être des exécutants des opérateurs par rapport au processus de fonctionnement qui aurait été conçu ailleurs. Je pense que ça, c'est une erreur, mais monstrueuse de management. Et au contraire, il faut que la liberté, que le niveau de liberté soit laissé, que les unités opérationnelles aient un degré de liberté qu'il faut apprécier certainement, mais qui est absolument nécessaire au fonctionnement et à cette question d'épanouissement personnel dont vous parliez tout de suite. Mais, juste pour rebondir, je crois que lâcher prise, c'est très difficile. Dans la vie et dans l'entreprise, c'est la même chose. Et qu'effectivement, il y a un nouveau management, un peu plus de confiance et de lâcher prise. Moi, je suis toujours étonnée, je ne sais pas si c'est le cas pour beaucoup d'entrepreneurs qui sont ici ou dans les grands groupes, de voir que l'accès à Facebook, Twitter, etc. est encore interdit. Quand je me demande pourquoi, parce qu'ils vont aller glander en ligne. Je dis, bah non, enfin, si on aime ce qu'on fait... Quand j'habitais à Silicon Valley, Apple, ce n'est pas une petite start-up dans un garage. Les employés là-bas, en fonction, quand ils avaient discuté avec leur manager, pouvaient travailler entre 2 et 3 jours par semaine de chez eux. Est-ce qu'ils travaillaient moins? Tout l'inverse. Quand vous êtes engagé au travail. Donc là, on revient à la culture, à la confiance. Il y a un livre que je recommande beaucoup, que je crois n'existe pas en français, mais qui s'appelle Redesigning Leadership, qui fait 50 pages, qui a été écrit par John Maeda. Il dit le leadership du XXIe siècle, il ne peut pas se concevoir de la même façon que celui du XXe siècle. Il y a beaucoup plus d'interactions, il y a beaucoup plus, il n'est pas dans l'émotion, mais il faut quand même être un peu plus dans l'empathie, l'humanisation. Et il faut aussi comprendre, si je veux poser une question au pape ou à Barack Obama en ligne, je peux le faire. C'est-à-dire les plus grandes autorités de cette planète, j'y ai accès, je fais une question à un forum. Donc le rapport à l'autorité, il est aussi un peu différent, je crois. Il se mérite. Le respect, c'est pas, encore une fois, c'est pas une génération qui est différente là-dessus, mais je pense que le rapport à l'autorité est un peu différent parce que les interactions avec des grandes autorités, tout ça a changé dans cette révolution-là. Donc il faut pas être le patron copain, c'est pas ça, mais être plus dans l'écoute, dans l'interaction, parce qu'encore une fois, on peut pas s'extraire de l'environnement dans lequel on est autour de soi. Merci beaucoup. Quelques idées fortes que l'on retient et on poursuit. 1. La qualité d'être prime dans le management. 2. Une continuité entre le privé et le public. Je ne change pas de cerveau, je ne change pas de personnalité parce que je pousse la porte de l'entreprise dans laquelle je travaille. 3. La notion de confiance, la notion d'humanité, la notion de tribu, avez-vous dit, associée à celle d'horizontalité, c'est-à-dire de pouvoir moi-même me développer dans un projet que l'on me confie avec une augmentation de l'autonomie, une augmentation de la liberté de faire. Voici les grands points que vous venez de souligner. Emmanuel Miller, dans un ordre d'idées approchant, on dit souvent que les jeunes sont moteurs du changement, qu'ils veulent que ça bouge. Dans l'étude conduite par la CCI Essonne, auprès des 400 chefs d'entreprise, est-ce que ça se retrouve ? Je viens d'avoir... Alors là, c'est la vraie crise. Non, ne vous inquiétez pas. C'est que ma fiche ne correspond pas. Bon, Si. Sur le changement des jeunes. Juste sur le changement, ça doit être la question suivante. Allez-y. Le changement. Non, c'est pas... Voilà. Non ? Non, Je vous laisse regarder. Alors, non, c'est pas grave. Je vous laisse regarder vos fiches et je reviens ici simplement sur le numérique, si vous le voulez bien. On a dit tout à l'heure sur le numérique, tout le monde, avez-vous dit, peut se saisir de cet outil en question. Vrai. Néanmoins, y a-t-il une fracture générationnelle? Y a-t-il ceux qui sont nés avec et ceux qui ont dû simplement suivre des cours pour pouvoir l'utiliser? Alors, dans l'idéal, oui, tout le monde y aurait accès, mais c'est pas dans la réalité, c'est assez faux. Il y a même un tiers des Français qui ont du mal pour les démarches les plus simples, les démarches administratives. Donc, il faut faire attention qu'il n'y ait pas une fracture numérique qui succède à une fracture sociale. Ça, c'est très réel. Ensuite, de façon encore plus pragmatique, il y a la fracture du territoire. Comme vous savez, il y a des territoires qui n'ont absolument pas accès au débit. Donc tout le monde n'y a pas accès. Hein. Ça, c'est pas forcément vrai. Et puis, il y a des gens pour qui l'outil est plus instinctif que d'autres. Par contre, alors oui, effectivement, il y a une façon, je trouve, de s'en emparer. Enfin, la barrière à la création est beaucoup plus faible.
Ça, j'en suis persuadée. Si vous avez une idée, si vous avez envie de mobiliser une communauté, si vous avez envie, tout ça, quand même, est complètement simplifié par cette révolution. D'ailleurs, je pense que plus que penser produit ou service ou start-up ou entreprise, parfois on devrait penser communauté. Parce qu'il y a vraiment ça, des communautés. Et les communautés, d'ailleurs, contrairement au réseau, contrairement aux clients, contrairement aux consommateurs, elles reposent sur un socle de valeurs. Et parfois, le consommateur veut se retrouver dans les valeurs de l'entreprise. Donc ça, le fait que tout le monde puisse utiliser l'outil, c'est plus facile générationnellement pour ceux qui ont grandi avec. C'est vrai, je pense qu'il y a un tout petit peu... il y a un vrai travail à faire là-dessus. Et puis vous savez, dans cette étape, vous devez savoir qu'il y a plus d'un tiers des PME qui n'ont pas de site internet, par exemple. Donc ça, par exemple, il y a un vrai travail qu'on doit faire là-dessus. Par contre, la barrière à la création, le fait qu'on puisse tous se dire « j'ai une idée, je peux trouver une communauté que ça intéresse », ça, je crois que c'est une réalité, que c'est plus facile. Fidélisation. Geoffroy de Béraille, précisément vous, comme start-up, j'imagine que l'outil numérique, c'est vraiment la machine, le moteur qui développe votre entreprise. Et d'un autre côté, tout le monde, individuellement, de façon privée, se trouve également en possession d'Internet, de ses sites, etc. Est-ce qu'ici, il y a une fracture générationnelle ou pas ? Non, en tout cas, entre les gens de l'entreprise, non. Après, je n'ai pas de données plus macro. Mais chez nous, le numérique, il est à la fois important et accessoire. Il est accessoire parce qu'on est une boîte de... aujourd'hui, on fait beaucoup de R&D, et donc ça, le numérique, il n'a aucune place là-dedans, ou quasiment aucune. Il est très important, puisqu'en fait, même si on a un positionnement qui est assez B2B, on a accès à une communication qui était très B2C, histoire vraiment de pouvoir parler aux gens directement, et du coup, de pouvoir fédérer un peu une communauté de gens autour de nous. Et c'est ça, en fait, qui nous a amené aussi derrière beaucoup d'intérêt de la part d'entreprises et d'autres, de voir en fait l'engouement et l'élan qu'il peut y avoir autour de la technologie de la part de gens qui pourtant n'étaient pas forcément les destinataires initiaux. Juste un point, en fait, je ne pense pas qu'il y ait une fracture générationnelle, mais c'est un truc d'envie. Vous comprenez, cette génération-là, elle a envie de cette révolution-là, de ces outils, elle a grandi avec. Je pense que pour les générations d'avant, il y a un truc, on doit y aller, on doit s'adapter. On ne pourra pas arrêter cette révolution, bien que les gens ont longtemps cru que c'était peut-être... c'était arrêtable. Donc en fait, c'est pas une question, c'est juste ça. Et c'est pour ça, moi, je dis toujours, à partir du moment où vous voyez cette révolution, pas comme un truc qui vous tombe dessus, vous voyez, et vous n'avez pas le choix, il faut y aller, mais comme une opportunité, un élément de curiosité, quelque chose de nouveau à apprendre, là, il n'y a plus de barrière générationnelle. Et là, encore une fois, la curiosité n'a pas d'âge. La curiosité, c'est pas un truc entre 8 et 28 ans, c'est bidon, ça. C'est à tous les âges de la vie. Donc je dirais que la fracture générationnelle, elle peut se faire là-dessus sur l'envie, le fait de comprendre très vite le potentiel de cet outil-là et le fait de se dire, bon, faut y aller. Philippe Lécuyer. Moi, je mettrais un petit bémol là-dessus, parce que juste après. La numérisation, ça crétinise aussi. C'est-à-dire que carrément. Ça crétinise. Ouais, quand je dis ça crétinise, mon mot est choisi. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de gens qui passent du temps sur les sites et les systèmes sur Internet pour finalement sans satisfaire de curiosité, sans aller chercher. C'est-à-dire que vous avez une fracture entre des gens qui utilisent le numérique pour satisfaire une curiosité, comme vous l'avez dit, parce qu'elle a été excitée, etc., éduquée à ça. Et puis vous avez beaucoup de gens aussi qui se crétinisent totalement sur l'Internet. Et parce qu'ils n'ont pas reçu justement l'éducation, etc., et la stimulation qu'il fallait. Et là, il y a une fracture. Il n'y a pas une fracture entre les gens qui utilisent et les gens qui n'utilisent pas. Il y a les gens qui utilisent pour satisfaire la curiosité, pour augmenter leur intelligence, et il y a des gens qui l'utilisent pour se crétiniser. Oui, mais voilà. Ça n'a rien à voir. Les nouvelles technologies, elles n'ont pas d'agenda. C'est-à-dire non, que mais les nouvelles technologies, il n'y a pas ceux qui utilisent et ceux qui n'utilisent pas. Non, mais ce que je veux dire, les nouvelles technologies, elles disent pas, donner des caractéristiques humaines à des outils technologiques, c'est un nom en anglais, ça s'appelle anthropomorphizing. C'est-à-dire donner des qualités humaines à un outil qui n'en a pas. La technologie n'a pas d'agenda, n'est pas là pour nous rendre plus intelligents ou nous crétiniser. Ça, c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons ce qu'on fait en ligne. Le temps, ça, c'est la responsabilisation. Je suis toujours très étonnée en disant la révolution numérique sera-t-elle dramatique? Rend-elle plus intelligent ou plus idiot? Prépare-t-elle des guerres numériques? La nouvelle technologie, c'est comme une innovation. Ensuite, c'est ce que nous, les êtres humains, on en fait. Et là, je suis d'accord avec vous. Il y a un enjeu d'éducation.
Parce qu'on peut tous... Aujourd'hui, il y a une fracture sur la manière d'utiliser Tout à fait. Les nouvelles technologies. Tout à fait. C'est juste ce que je dis. Et que cette fracture-là, elle n'existait pas avant, elle s'est créée avec les nouvelles technologies. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des gens qui utilisent et des gens qui n'utilisent pas. Moi je dis, il y a des gens qui utilisent bien et des gens et les autres. Voilà. Geoffroy de Béraille. Juste là-dessus, moi je pense qu'il y a des gens curieux et des gens moins curieux, et que ceux qui sont moins curieux auraient trouvé un substitut qui n'était pas Internet il y a 20 ans, pour du coup satisfaire leur besoin de passer du temps sans forcément avoir une envie de découvrir le monde ou voilà, je sais pas, mais... Si je puis vous mettre tous d'accord, il y a un livre de Gerald Bronner, sociologue extrêmement bien fait, qui résume exactement l'opinion que vous partagez, vous allez voir. Gerald Bronner dit simplement ceci, c'est que sur ces nouvelles technologies, comme dans le monde d'avant, il y a toujours deux possibilités. Ou bien vous choisissez le camp de la vérité, de la curiosité, de la vérité scientifique, et vous allez consulter les pages qui vont vous apprendre quelque chose, ou bien vous êtes dans la catégorie des croyants, c'est-à-dire de celles et ceux qui défendent d'abord une opinion, peu importe la vérité de cette dernière. Et le numérique a surtout galvanisé cette dernière population plutôt que la première. C'est vraisemblablement ce que vous stigmatisez, monsieur Lécuyer. Merci en tous les cas pour tous les trois là-dessus. J'aimerais qu'on revienne sur notre étude, si vous le voulez bien, monsieur Miller. Non, simplement, c'est important, c'est intéressant. Je reviens d'abord sur mon idée première. Est-ce que le jeune est celui par qui le changement arrive dans l'entreprise, d'après votre étude? C'est toujours pas la bonne question. Donc, je vais répondre à ma façon. Oui, je vous en prie, je vous en prie. En fait, ma question, normalement, aurait dû être une question de fidélisation des jeunes. Voilà. Et donc, et là, je dirais qu'il y a du chemin à faire. Du chemin à faire déjà dans la réponse, puisqu'on a 50% des entreprises qui disent qu'il n'est pas difficile de fidéliser les jeunes, et puis 50% qui disent c'est difficile. Et dans ceux qui disent que c'est difficile, ils disent, bon, s'il y a moyen de les fidéliser, c'est avec la rémunération et l'avancement rapide. Alors, c'est absolument pas du tout ce que je viens d'entendre. Donc je dis, il y a du pain sur la planche parce que il y en a qui disent que c'est facile de les fidéliser. Moi, je n'ai pas entendu des choses faciles là, pour l'instant. Et sur ceux qui disent que c'est difficile, ils n'ont visiblement pas les bonnes recettes. Mais on va voir qu'ils vont se contredire par la suite. Autrement dit, ici, encore une fois, le jeune est-il facteur de stabilité et de fidélisation ou bien de changement et de bouleversement dans l'entreprise? Plutôt de bouleversement. Plutôt bouleversement, Axel Tessandier. Oui, alors, sur la fidélisation, c'est probablement vrai. Par exemple, si vous regardez, je crois que la moyenne, un employé reste chez Facebook 2,02 années, chez Twitter 1,83 années. Reprenez, pardon, le ratio donne. Le ratio, c'est donc 2 années environ chez Facebook, c'est la moyenne. C'est ça. L'employé reste 1,8 années chez Twitter. Donc c'est quand même... Alors là, on n'est pas là pour parler CDI, CDD, tout ça. Mais ça dit quand même quelque chose d'une génération qui a intégré qu'elle aura peut-être 10, 20 jobs, enfin 20 jobs, peut-être par remarque, pourquoi pas. Et donc ça, effectivement, et la fidélisation, encore une fois, elle se fait sur l'entreprise, sur la valeur. Mais c'est vrai que là, je demandais justement s'il avait un gros turnover, et il me dit oui. Donc il y a cette volonté. Ouais, je crois que c'est quelque chose avec lequel il faut composer aujourd'hui. Allons-y, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à une fidélité à vie du jeune. Il faut accepter l'idée qu'au bout de 2-3 ans, il peut partir ailleurs, sur un autre projet. Ouais. Le zapping professionnel, ça fait partie, c'est une des composantes des jeunes. Non, mais c'est aussi très intéressant sur ce que seront les nouvelles formes de travail, comment on protège pas seulement les statuts mais les individus. Donc là, c'est des thématiques qui sont beaucoup plus politiques, mais il y a aussi des entreprises qui vont travailler avec beaucoup de freelance, etc. Mais ça, c'est pas seulement un truc que les gens subissent, c'est faux. Il y a une envie aussi de ça, de cette liberté-là, de cette mouvance. Oui, c'est exactement ça. L'entrepreneuriat, c'est devenu super à la mode, c'est très hype. Il y a 15 ans, c'était la banque d'affaires, maintenant, c'est créer une boîte. Et je pense qu'en fait, ça participe d'un mouvement de fond qui est vraiment les jeunes diplômés ont envie de se prendre en main, de vivre une expérience, de tenter leur chance. Et en fait, le fait de changer de boîte, c'est aussi le fait de devoir repartir un peu comme ça dans un environnement qui est nouveau, retester, changer sa vie et voir un peu du monde. Donc je pense qu'il y a ce mouvement de fond qui va se matérialiser différemment suivant qu'on monte une boîte ou qu'on soit salarié, mais qui est le même in fine.
Emmanuel Miller, comment une entreprise aujourd'hui recrute-t-elle? Est-ce qu'elle recrute plutôt par le digital, par le numérique? Est-ce qu'elle recrute par les voies classiques, je dirais Pôle emploi? Comment fait-elle d'après l'étude que vous avez? Alors là, on a vraiment une très forte tendance maintenant de recrutement sur les sites Internet dédiés, au détriment, je dirais, des moyens traditionnels, alors l'annonce dans le journal ou même Pôle emploi. On a des chiffres, la proportion, c'est... Par exemple, il y a quand même 8% des entreprises qui disent qu'ils n'utilisent plus du tout des moyens standards. D'accord. Et c'est Pôle emploi dans les moyens standards. Et puis, on a quand même un tiers des réponses qui disent qu'ils utilisent exclusivement les Internet. Le deuxième point qui est intéressant, c'est qu'on n'attend pas que quelqu'un postule. On ne le fait pas d'une manière passive. On va chercher, on chasse en fait sur les réseaux sociaux pour essayer de trouver les candidats qui sont intéressants, quoi, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ça n'existait pas il y a quelques années. Geoffroy, c'est ça que vous faites? Pardon? Vous allez chercher sur les réseaux sociaux les personnes que vous voulez embaucher. Vous avez un dialogue tout d'abord sur Internet avant de les recevoir? Oui, tout à fait. Alors nous, on recrute que par Internet. Il n'y a que comme ça qu'on trouve les gens qui nous rejoignent. Donc Twitter, c'est par Facebook, c'est par Twitter, LinkedIn? par Facebook, par LinkedIn, par des annonces en ligne, par du coup des contacts. Du coup, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé de la communauté qu'on avait réussi à fédérer. C'est des milliers de personnes aussi qui sont intéressées par le projet et qui donc en parlent un peu autour d'eux et qui vont nous ramener des gens qui sont intéressés par ce qu'on fait. Et l'argument, c'est le projet, c'est ça? C'est le projet. Tout le monde est bien rémunéré chez Glowy. En plus, pour le coup, on offre des CDI uniquement. Et dans la recherche, c'est beaucoup de CDD. Donc c'est très intéressant aussi pour les chercheurs. Mais après, vraiment, c'est la dimension projet et c'est l'envie de mettre un peu les mains dans le cambouis pour voir si c'est possible. Philippe Lécuyer, vous-même. Quand on vous écoute, on voit le chemin qu'il y a à parcourir pour nos DRH, nos services des ressources humaines qui font du recrutement avec des annonces. Voilà, et c'est vrai que ça, il faut arriver à ça. Je pense que c'est certainement le modèle qui fonctionne aujourd'hui. Merci beaucoup. J'ai encore une autre question pour vous, Geoffroy de Béraille. C'est racontez-nous la façon dont vos banquiers, vos fournisseurs, vos prospects vous considèrent, ou vous ont considéré. Vous avez 27 ans, vous allez les trouver. On vous considère comment? On vous a considéré comment? Ça a un peu changé. Ça veut dire au début, c'était comment? Mais de fait, on a un manque criant de légitimité par rapport à ce qu'on fait. Mon associé et moi, on n'est pas scientifique. C'est une boîte de biotechnologie, c'est beaucoup de R&D, c'est des process de recherche qui sont assez lourds. C'est donc assez compliqué à prendre en main. Il se trouve qu'assez rapidement, en fait, on a malgré tout tous les deux emprunté pas mal d'argent à mettre dans la boîte. Donc c'est un peu cette casquette-là vraiment de l'entrepreneur qui risque et qui donc permet un peu de crédibiliser l'approche qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on veut faire de la boîte. Mais malgré tout, il y avait un peu cette défiance-là. Il se trouve que depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans, ça se passe pas trop mal. On a des premiers bons résultats, on arrive déjà un peu à commercialiser des choses, ce qui est assez rare pour une boîte de biotech au bout de 3 ans. Donc ça permet un peu en fait de renforcer la proposition de valeur qu'on essaie de porter au quotidien. Et ça nous ramène un peu plus pas de respect, le mot est fort, crédibilité. Mais de crédibilité. Ouais. Oui, c'est ce que vous avez produit, c'est ce que vous avez fait, ce sont vos résultats qui font que la crédibilité revient ou vient enfin. Je pense. Et puis, je pense que tout le monde voit qu'on est très motivé par ce qu'on fait, qu'on met beaucoup d'énergie pour que ça fonctionne, et ça aussi, du coup, ça attire forcément un peu de reconnaissance. Y a-t-il des archétypes s'agissant de ces jeunes générations? Y a-t-il des choses que l'on pense, des idées reçues qui courent et qui sont évidemment trop générales pour être vraies? Dans les entreprises industrielles que je Allons-y. représente là. Oui, on a... Lesquelles, par exemple? Pourquoi un jeune, il ne va pas rester on vient d'en parler à l'instant. Pourquoi un jeune, on ne sait pas à quelle heure il va arriver le matin, on ne sait pas s'il va revenir le lendemain. Pourquoi un jeune, il va falloir tout lui apprendre, il ne connaît rien, enfin, etc. Donc tous ces archétypes-là, oui, c'est constant. Ça, et tous les gens qui sont... tous les gens qui ont un peu de bouteille dans leur métier vous disent ça, sont plutôt réticents. Donc il faut arriver à lutter contre tout ça. Vous ne cachez pas votre contrariété. Non mais attends, il y a toujours... Si, voilà, j'ai entendu, c'est la vérité. Bon.
vous avez en face de vous le jeune qui est l'opposé de ce que vous venez d'entendre, qui bosse 16 heures par jour pour sa boîte, qui gère des emplois. Donc c'est pas la vérité. Ça peut pas l'être. Mais moi, on m'a pas posé la question Oui, de oui. savoir. On m'a dit quels sont les Oui. idées reçues. J'ai demandé. Donc, les c'est idées pas une reçues. chez les vérité. collaborateurs. C'est probablement, il y a eu des expériences là-dessus, mais j'ai entendu c'est la vérité. Bah non, en fait, c'est pas la vérité. Je connais beaucoup de jeunes. Encore une fois, on est tous pareils. Hein. Moi aussi, je peux avoir super la flemme de faire un truc qui ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, vous voyez, une relation, elle se crée toujours à deux. Donc moi, j'ai connu des employés qui avaient plus de 30 ans, qui n'avaient pas envie d'aller au boulot le lundi matin. C'est pas une question d'âge. C'est aussi, on peut s'interroger pourquoi il n'a pas envie d'arriver avant midi le matin. Non pas que tout est excusable. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes engagé dans quelque chose, je vous assure, vous vous défoncez pour ce que vous êtes en train de faire. Et ça, c'est pas une question d'âge. Encore une fois, moi, j'ai connu des gens très malheureux à 40 ans dans leur boîte qui attendaient de se faire virer la boule au ventre parce qu'ils n'avaient plus envie d'aller bosser. Et ça, je suis désolée, c'est pas une question générationnelle, c'est une question d'engagement, de comment on prend soin des gens dans une entreprise. Et ça, les jeunes n'en ont pas le monopole. Donc, effectivement, l'idée reçue qu'ils arrivent pas tôt le matin, machin, etc. Et alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est que vous avez dit « Oh là là, il va falloir les former ». Alors, j'ai une news pour vous, ça va pouvoir être donnant-donnant, parce qu'on a plein de choses aussi à vous apprendre sur la révolution numérique, sur les nouveaux outils. Donc, alors, on dit « Oh là là, voilà le jeune, voilà le formé ». Mais le jeune, cette expression sur le jeune, c'est étonnant. Les jeunes, ils ont aussi des choses à vous apprendre. Et c'est là où l'entreprise, elle prospère, elle est grande. C'est quand on a tous conscience au sein de l'entreprise. Si j'arrive dans une entreprise avec ma connaissance des réseaux sociaux, de la communication numérique, etc., mais que j'arrive dans une entreprise où vous avez 15 ans, 10 ans, 20 ans, un savoir-faire, mais moi, je ne me dis pas, attends, laisse-moi ta place, tu vas voir, ou vous ne devriez pas vous dire, oh là là, il va falloir tout lui apprendre. Non, vous et moi, c'est un échange de bons procédés. On va grandir ensemble, on va être complémentaires pour faire des choses ensemble. Donc, les idées reçues, elles ne viennent jamais de nulle part. Mais elles ne se créent jamais non plus sans raison. Donc, encore une fois, il y a un engagement à créer, il y a une relation qui se crée à deux, et aussi avoir conscience que vous et moi, on se nourrit les uns des autres de nos connaissances. Geoffroy de Béret, là-dessus, Amen. Oui, oui. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est exactement ça, oui. 1000 fois. Tout à fait Ok. d'accord. Attendez, moi, oui. je voudrais quand même dire que tous les jeunes, encore une fois, hein, ne sont pas start-upers, ingénieurs dans l'innovation, etc. Il y a tous les métiers et il y a toutes les couches sociales qui sont concernées. Emmanuel Miller, peut-on inverser la proposition? À quelles conditions une entreprise peut-elle être séduisante pour les jeunes générations? Alors là, le panel de répondants est particulièrement divisé. Alors déjà, il y a quand même un dirigeant sur 5 qui n'a carrément pas répondu. Hein, donc c'est quand même que le sujet ne doit pas être facile. Alors là aussi, on a l'impression qu'il y a quand même du travail à faire par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre, puisque on trouve un quart des réponses qui dit que c'est la rémunération qui est le facteur clé. Alors, je n'ai jamais entendu ça de tout ce qu'on vient d'entendre. Alors, autre facteur de séduction, la notoriété de l'entreprise. Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai entendu non plus. Et les missions confiées, ça, c'est déjà plus près de ce dont on a parlé. On constate que les arguments basés sur la stabilité de l'emploi, la sécurité de l'emploi, c'est complètement balayé. Les jeunes, ils n'en ont rien à faire. Donc ça, c'est déjà quelque chose de net. Et je pense qu'il y a quand même il y a un consensus en tout cas dans le panel. Et puis, au niveau des jeunes, eh bien, ce que vous avez dit tout à l'heure, ça rejoint une étude du magazine Challenge où un jeune est très conscient du fait qu'il exercera en moyenne 13 métiers différents dans sa vie professionnelle, donc c'est encore plus que les 10, et qu'une grande partie des métiers n'existeront plus, des métiers actuels n'existeront plus dans 5 ans. Voilà. Donc, du coup, les jeunes sont quand même beaucoup intéressés par tout ce qui est apprentissage, formation, progression personnelle tout au long de leur vie professionnelle. Ce qui signifie, autrement dit, que travailler sa trajectoire professionnelle, la trajectoire
de formation aujourd'hui pour un jeune est vraiment terriblement importante. Non seulement il faut apprendre, mais apprendre à apprendre. De ce point de vue, dites-nous, quel est l'appareil de formation de la CCI Paris-Île-de-France ? Donc, notre chambre régionale possède 21 écoles qui sont reconnues pour la qualité de leurs enseignements et leur adaptation à la réalité de l'entreprise. Quelques chiffres. Alors, je suis expert comptable de formation, donc j'aime bien les chiffres. 32 000 élèves, 500 formations, 91% de taux de réussite aux examens, 88% de taux d'insertion professionnelle à 7 mois. Donc on a quand même des chiffres particulièrement élogieux. Avec quelques enseignements de pointe, de renommée nationale et internationale, les Gobelins dans l'image, Sup de vente dans le commerce, Ferrandi dans l'hôtellerie, HEC, ESSEC, ESCP Europe dans le management, La Fabrique dans la mode, je pourrais en citer d'autres, mais aussi des formations transversales en gestion, management et numérique, ITESIA, et on en a quelques autres aussi. Nous avons des programmes, des outils de formation en constante évolution et adaptés au développement des objets connectés et du digital. Donc on essaye d'être à la pointe du progrès dans ce domaine. Sans oublier les nouvelles écoles destinées à préparer aux métiers de demain, les écoles des éco-activités, l'EA, l'école connectée au futur de l'industrie, CFI, ainsi que l'usine du futur, l'usine 4.0 de la faculté des métiers de l'Essonne, future plateforme de la formation de la mécanique industrielle de demain qui ouvrira ses portes en 2018. Je pense que tu me confirmes ça, Max. Voilà. Une large place est également laissée à l'apprentissage. Nous avons 400 formations en alternance avec plus de 14 000 apprentis formés. La CCI Paris-Île-de-France propose la première offre d'apprentissage de la région. Et au sein de cet ensemble, la faculté des métiers tient la première place avec près de 2500 apprentis et plus de 90 formations. Et nous avons d'autre part 15 écoles qui développent une offre de formation continue et qui forment chaque année plus de 30 000 adultes. Merci beaucoup. En dépit de tout cela, j'ai une question à vous poser, Geoffroy de Béraille. Est-ce que vous trouvez sur le marché les compétences nécessaires au développement de votre entreprise ? C'est compliqué. Pourquoi ? Mais c'est compliqué parce qu'on fait de la recherche sur des thématiques assez spécifiques. Et donc, ça nécessite des compétences qui ne sont pas extrêmement répandues dans la population active. Après, on trouve, mais ça prend du temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu une première expérience de recrutement qui a été assez négative, puisque je me suis retrouvé au Prud'homme à 25 ans, donc ce n'était pas évident. Mais ça s'est bien fini, on a pu gagner sur toute la ligne. Mais du coup, c'est vrai que ça nous a amené forcément aussi à être un peu plus vigilants avec qui on recrute, et donc aussi un peu plus sélectif, et éventuellement à passer à côté d'opportunités parce qu'on avait un doute et qu'on ne se permet plus de laisser la place au doute. Philippe Lécuyer, vous-même, dans votre secteur, est-ce que vous avez aussi des difficultés à recruter ? Alors oui, il y a des difficultés à recruter sur des sujets d'expertise technique, donc des techniciens par exemple. Nous on fait de la maintenance de nos systèmes de détection incendie sur les sites. Et c'est difficile de recruter des techniciens. On a monté avec la faculté des métiers de l'Essonne, une formation où on a des salariés de chez nous qui se sont impliqués pour préparer tout le cursus de formation. Et au bout de 6 mois, on a trois candidats jeunes qui veulent bien faire cette formation. Et les 3, on les a pris à La Réunion, parce que de La Réunion, ils sont d'accord pour venir se faire former en France. Donc c'est pas facile, quoi, hein. Franchement, le sujet est pas facile. Voilà. Et comment ? Sachant que La Réunion est en France, mais bon. Oui, La Réunion est en France, ouais. Non, mais on est content de faire baisser le chômage à La Réunion. Et donc, le sujet n'est pas facile. Et il faut... Je pense que c'est pour ça aussi que l'entreprise doit faire un effort volontaire pour améliorer sa notoriété, pour travailler sur les réseaux sociaux comme vous le faites. Il y a certainement une remise en cause complète de la communication de l'entreprise vis-à-vis des salariés qu'elle souhaite attirer. D'après l'étude menée par la CCI Essonne, Emmanuel Miller, 42% des chefs d'entreprise interrogés disent qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés à recruter un jeune actif. En connaît-on les raisons ?
Alors la principale raison, c'est celle qu'on vient d'évoquer, c'est l'inadéquation des compétences possédées par le jeune par rapport aux besoins des entreprises. Et donc on est en train de parler quand même de problèmes de formation, me semble-t-il. Et il y a quand même 34% des répondants qui ont dit ça. L'autre point, c'est un peu ce que disait Philippe, c'est que certains chefs d'entreprise trouvent qu'il y a un manque de motivation d'investissement des jeunes. Et ça, c'est quand même un tiers des réponses. Donc là aussi, il y a peut-être un travail. Alors, il y en a quand même 12% qui disent que c'est de leur faute, c'est que les postes qu'ils proposent ne sont pas attractifs. Et il s'agit là principalement des postes peu qualifiés. Et c'est vrai que certains secteurs ont une image de marque qui n'est pas bonne, pas automatiquement à juste titre, mais c'est comme ça. Dans le domaine de la restauration, les chauffeurs-livreurs, les emplois manuels et certains métiers de la vente aussi. Merci beaucoup. Axel Tessandier, vous avez droit à un coup de gueule ? Ah non. Non, la formation, la compétence, c'est très juste. Il y a vraiment... 60% des meilleurs jobs des 10 prochaines années n'existent pas encore, donc c'est un vrai enjeu. Quelle éducation on crée autour de ça ? Quelle formation ? Il y a un chômage structurel en France qui fait que même si l'économie tournait à plein, qu'il n'y avait pas le constat un peu négatif que vous avez fait au début, on serait toujours à 6 ou 7% de chômage en France, parce qu'il y a ce chômage structurel des compétences qui est très important. Donc la formation tout au long de la vie, la compétence, l'éducation, c'est des enjeux qui sont très, très importants. Et sur l'attractivité, j'ai l'impression que vous opposez un peu de notoriété et ce dont on parlait. Mais en fait, la notoriété d'une entreprise aujourd'hui, c'est ses valeurs, c'est ce qu'elle fait, c'est comment elle communique en ligne. Tout ça fait partie de sa notoriété, pas seulement de sa taille, pas seulement... Donc tout ça en fait, est pas si éloigné. Et effectivement, alors est-ce que maintenant ils sont un peu... l'attractivité de la mission, c'est vrai que c'est une vraie condition. J'avais vu une stat qui avait fait... Parce que les banques ont du mal à recruter, des millennials, etc. C'est un secteur... vous voyez, 3 scandales, Société Générale, et c'est bon. Et en fait, il y avait une étude, il disait 71% des millennials préfèrent aller à un rendez-vous chez le dentiste plutôt qu'aller voir leur banquier. Donc vous voyez, il y a des secteurs qui ont un boulot incroyable par rapport à l'image qu'elles renvoient. Mais encore une fois, il n'y a pas de fatalité par rapport à sa mission. Moi, je voudrais vous dire, je vous tenir un peu informé de ce que la commission jeune de la Chambre de commerce a fait jusque-là. On a travaillé justement sur comment casser cette méfiance entre les jeunes et l'entreprise. On s'est aperçu que les contrats en alternance étaient difficiles à faire accrocher, aussi bien pour motiver les entreprises que pour motiver les jeunes, et que quand on manque dans certains secteurs où on est un peu en crise de recrutement, on n'arrive pas à attirer les jeunes dans l'alternance, et on s'est dit que finalement il fallait qu'on s'attache à regarder le premier contact du jeune avec l'entreprise. Qu'est-ce que c'est ? C'est le stage de 3e. C'est-à-dire, c'est le premier stage que vous faites avec l'entreprise, puis après, les autres stages qui sont plus ou moins obligatoires par l'éducation nationale. Et on s'est dit qu'en fait, il faudrait que... Alors, on a aussi constaté qu'aujourd'hui, il y a un scandale absolu, c'est-à-dire qu'on dit aux jeunes qui veulent trouver un stage, qui doivent trouver un stage, le meilleur moyen, c'est le piston. C'est-à-dire, c'est tes connaissances, c'est tes pistons. C'est scandaleux. C'est scandaleux. En fait, on se dit que si on était capable que tous les jeunes dans l'Essonne, en 3 clics, trouvent un stage, on va vraiment trouver le moyen. Et qu'à cette occasion de stage, on parle d'apprentissage et qu'on parle d'alternance, on parle de possibilité pour le jeune d'être rémunéré en même temps que d'apprendre, on aura fait un gros chemin. Et donc vous voyez, on est aujourd'hui en train de travailler sur justement la facilitation des stages. Alors il faut aussi que les entreprises considèrent qu'elles vont être valorisées par ça, mais et pour les jeunes, de faire des choses qui soient faciles. Et quel que soit le stage, quel que soit le jeune, quelle que soit sa couleur, tout ça, pareil pour tout le monde. Oui, je voulais juste rebondir. C'est vrai que la nouvelle économie, pour le moment, elle a tendance à reproduire les inégalités de l'ancienne, si tant est qu'on puisse encore parler comme ça. Mais c'est vrai que même dans la nouvelle économie, c'est beaucoup de jeunes diplômés, hommes, qui ont fait une grande école. C'est ça 80% des startups qui réussissent. Donc là-dessus, il y a un vrai enjeu. Si la nouvelle économie reproduit les inégalités de l'ancienne, on aura échoué.
Si la nouvelle économie, c'est d'aller d'un point A à un point B sans sortir sa carte de crédit dans un Uber, on n'aura rien gagné. Donc là, il y a un vrai enjeu. Il y a des boîtes qui sont là-dessus, Mosaïque RH, qui essayent de placer des jeunes de banlieue dans les boîtes, Passeport Avenir, etc. Mais il y a aussi une responsabilité de l'entreprise, je crois. De ce point de vue-là, donc... je crois que ce sera votre dernière intervention. Oui, ce sera ma dernière intervention, mais c'est vrai qu'il faut bien considérer que tous les jeunes ne sont pas des start-upers, tous les jeunes ne sont pas des ingénieurs, et c'est à ceux-là qu'il faut s'adresser. Oui, mais je disais ce sera votre dernière intervention également. Alors, mais c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. La nouvelle économie et l'ancienne économie, si tant est que c'est encore du sens, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un enjeu pour l'entreprise de ne pas reproduire les inégalités qu'on a pu connaître dans le siècle précédent, etc. Et donc, ça, c'est pas une question de start-up ou pas start-up, c'est une question d'une économie plus inclusive, et donc d'une entreprise plus inclusive, et donc d'une entreprise plus créative et plus innovante. Et comme vous le dites, les jeunes de l'Essonne, ils aient accès et à l'information, parce que c'est ça, ils n'ont pas accès à l'information, et ils ont beaucoup moins confiance en eux. C'est ça la vérité. Et donc ça, c'est aussi un vrai enjeu, et là, je crois, chacun d'entre nous est responsable de la société à laquelle il croit. Et chacun des entrepreneurs dans cette salle peut aussi porter cette vision-là. Merci beaucoup pour en vos interventions. En Allemagne. Et c'est la dernière fois, s'il vous plaît. En Allemagne, j'ai fait l'acquisition d'une entreprise récemment et on s'est aperçu qu'on avait dans les effectifs, c'est pas une très grosse entreprise, d'ailleurs, une centaine de personnes. On avait 10 jeunes alternants. Alors là, les gens de chez moi, ils disent 10 jeunes alternants, c'est beaucoup trop. Et donc, on a la moitié, ça ira bien, quoi. Et donc, bon, ils se séparent ou ils disent qu'ils vont se séparer des jeunes. Et j'ai eu immédiatement un coup de téléphone de la personne qui nous avait vendu l'entreprise, qui m'a dit « Vous êtes libre, vous pouvez faire ça. Mais en Allemagne, c'est la responsabilité sociale du chef d'entreprise que d'avoir des alternants. » Merci beaucoup pour ce témoignage. Une dernière question à chacune et chacun d'entre vous. En face de vous, commerçants, artisans, chefs d'entreprise. Dites-nous, pourquoi embaucher un jeune ? Pourquoi doit-il faire partie de mon équipe ? Pourquoi dois-je avoir une mixité dans mon entreprise ? Pourquoi dois-je y aller ? Geoffroy de Béret. Merci beaucoup. Non, c'est pas évident. Je dirais pourquoi embaucher. Tout simplement, après un jeune, pas un jeune. Encore, moi, on se pose pas cette question-là comme ça chez nous. C'est pourquoi prendre telle personne plutôt que telle autre. Et c'est purement à la compétence et au mérite. Femmes, hommes, français, étrangers, jeunes, vieux, c'est pas tant la question. Pourquoi prendre un jeune ? Peut-être parce qu'il va pouvoir justement insuffler ce que monsieur trouvait qu'il manquait dans son entreprise, à savoir un peu cette culture-là des nouveaux moyens de communication et des nouvelles technologies qui vont transformer foncièrement toutes les grandes entreprises, et celles qui n'arriveront pas à le faire, il y a de grandes chances qu'elles disparaîtront, et celles qui parviendront à se transformer, au contraire, deviendront des leaders mondiaux. Et voilà. Philippe Lécuyer, je vous donne la parole pour terminer. Je vous en prie. Philippe Lécuyer. Moi, je pense que c'est le moyen c'est le meilleur moyen d'implémenter la transformation numérique dans nos entreprises. C'est le moyen de mettre l'entreprise en phase avec son milieu social. Et c'est aussi le moyen de faire comprendre aux gens plus âgés qu'il y a des nouvelles façons de travailler, de s'épanouir, qui ne sont pas un système hiérarchique traditionnel qu'ils ont connu pendant 20 ans de leur vie professionnelle. Axel Tessondier, je vous en prie. Moi, je te rejoindrai. Ce n'est pas une question seulement d'âge, c'est effectivement une question... La mixité, la diversité dans votre entreprise, c'est votre passeport pour l'avenir. C'est votre passeport de créativité, c'est votre passeport de réflexion. Donc c'est ce mixte-là. Et je voulais vous dire aussi, les jeunes, ils croient beaucoup en vous comme acteurs du changement. C'est-à-dire qu'ils ne croient plus trop à la politique, et c'est moi qui dis ça, mais quand on leur demande... Non mais, bon, la vérité, c'est qu'ils pensent que l'entreprise, aujourd'hui, elle n'est plus seulement là pour faire du bénéfice, du profit ou vendre un produit. C'est un acteur du changement. C'est un acteur de la société qui doit la transformer. Donc, ils mettent une énorme responsabilité sur vos épaules, mais qui est aussi extrêmement inspirante, qui est aussi extrêmement forte. Et ça, c'est une vraie responsabilité que vous avez quand vous embauchez, quand vous managez, quand vous êtes dans votre entreprise. Cette génération-là, elle a envie de travailler avec vous parce qu'elle pense finalement que le changement ne viendra peut-être pas
d'un gouvernement, du pouvoir. Ils pensent qu'il viendra de faiseurs au quotidien, comme vous. Donc embauchez-les. Merci beaucoup et on peut applaudir vos 3 intervenants. Merci beaucoup de votre participation. Si l'on peut tenter, mais en 30 secondes, ce qui vous a été dit, simplement l'entreprise devient, du point de vue des jeunes aujourd'hui, un carré d'humanité d'abord. C'est-à-dire, à l'intérieur, il va projeter des valeurs, il va projeter des projets, il va projeter son envie, ce sont tous des mots qui ont été dits, il va projeter également sa capacité à pouvoir travailler, partager, apprendre et partager son savoir également, ce qui est tout nouveau dans les générations qui nous ont précédés. Les jeunes n'ont pas eu autant de savoir, ils n'étaient pas autant dépositaires de savoir que ceux d'aujourd'hui. Et le jeune, dans votre entreprise, dans ce carré d'humanité, va projeter toute sa vie. Et si à l'intérieur de ce carré d'humanité, vous avez le projet qui lui permet, lui, de se développer, à ce moment-là, vous faites vraisemblablement carton plein. Merci beaucoup encore à chacune et chacun d'entre vous pour vos interventions. Emmanuel Miller, votre conclusion. Alors pour rebondir sur la deuxième partie de notre réunion, nous avons voulu un sujet qui porte sur l'humain. C'est la principale richesse de nos entreprises, mais aussi de nos CCI. Nous considérons aussi que les entreprises du département et les organisations qui les représentent forment une grande équipe qui doit être porteuse de grandes valeurs éthiques et humaines communes à toutes et à tous. C'est tout le sens de notre engagement auprès de vous, favoriser la convivialité, les échanges, la compréhension réciproque pour permettre de nouer des relations fortes et durables propices au développement de nos entreprises et donc à l'emploi. L'entreprise est le lieu d'innovation par excellence. Avec confiance et sans naïveté, je dis que les nouvelles générations doivent y trouver leur place et s'y épanouir. N'oublions pas que si c'est nous qui préparons l'avenir, ce sont elles qui le mettront en œuvre. Je voulais dire un autre point avant d'arriver sur un sujet qui est moins sympathique, c'est que vous avez entendu qu'il fallait être à la pointe du progrès au niveau de tout ce qui est numérique, connectique, etc. C'était pour ça que nous vous avons offert un hub USB qui vous permettra de rester connecté, voire multiconnecté. Voilà. Donc je ne sais pas si on l'a déjà distribué ou voilà. Alors on va arriver à un sujet là maintenant beaucoup moins sympathique, qui concerne les chambres de commerce. Le gouvernement a décidé de baisser une nouvelle fois nos ressources fiscales de 17%. Je dis bien 17%. Ceci porte l'effort total depuis quelques années à 44%, soit près de la moitié de nos ressources. À cela, il convient d'ajouter la confiscation de nos réserves, ici en Essonne, pour 7,6 millions d'euros. Et comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement a aussi décidé de diligenter des fonctionnaires de l'inspection des finances pour nous indiquer désormais quelles missions nous pourrons continuer à exercer. Ceci n'est pas de nature à nous rassurer, et cela rejoint les propos que je viens de tenir devant vous tout à l'heure. Qui mieux que les entreprises elles-mêmes pour définir les attentes et les besoins du monde économique? Je pose la question, mais je crains que ça ne soit une question rhétorique. Quelle est la volonté des pouvoirs publics à notre égard? Vous devez comprendre que cet arbitrage budgétaire ainsi annoncé pour 2018 ne sera pas sans avoir un effet négatif sur notre engagement en faveur de la croissance des TPE-PME. Et donc sur l'emploi, sur l'apprentissage, sur la formation, sur l'investissement dans les territoires. Si ces mesures sont mises en œuvre, le gouvernement ne pourra pas parvenir, nous pensons que le gouvernement ne pourra pas parvenir à la réussite de sa politique économique dans laquelle nous avions pourtant fondé beaucoup d'espoir. Devant une telle situation, nous allons sans doute être obligés de lancer une campagne de mobilisation pour défendre notre CCI, votre CCI.
J'aimerais vous remercier par avance de toute l'aide que vous pourrez lui apporter. Alors, je viens de plomber l'ambiance de la soirée. Mais bon, je veux dire, la situation est quand même grave. Et nous arrivons à la fin de notre réunion et j'aimerais être un peu plus détendu dans la suite de mes propos. Tout d'abord en remerciant Thierry Vatelet qui, comme d'habitude, nous a impressionnés par ses qualités d'animateur exceptionnelles. Merci aussi à Axel Tessandier, Thierry Philippona, Philippe Lécuyer et Geoffroy de Baraille. Vos propos nous auront offert chez nous, chefs d'entreprise, mais aussi responsables politiques, des axes de réflexion pour concourir ensemble à la richesse économique et sociale de notre département. Bravo. Et enfin, j'aimerais remercier l'ensemble des équipes de la Chambre de commerce qui ont participé à l'organisation et à la réussite de cette soirée. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci.